Retour de la pause, nous allons continuer un peu avec la République démocratique du Congo, où on évoquait donc cette démission controversée du président de la Cour constitutionnelle. Ambroise Mongeau, je vais lire un peu les propos de l'avocat du président de la Cour constitutionnelle. Il dit, ils sont venus dans le bureau du président, ils ont cassé l'antichambre du bureau à la recherche de documents ou de sceaux parce qu'on voudrait, semble-t-il, donner un numéro correct à la lettre de démission attribuée au président. Comme preuve, il précise que la fausse lettre de démission porte un numéro de référence qui en réalité correspond à un tout autre document. En fait, ça c'est... Ce qu'il dit, c'est comme c'est l'ANR qui a écrit la lettre. Ça cherchait à voir si le numéro correspondrait à la réalité. Il y a ces réalités-là qui sont souvent... Ça peut arriver aussi. C'est arrivé ici. La commission Comté avait produit un rapport. Oui, le lendemain, le rapport a été affecté. Donc, ce n'est pas du nouveau. Sauf que dans le cas comment on appelle les Congolais, ça deviendra plus compliqué pour les dirigeants. D'autant plus que d'ailleurs, Mukwege demande déjà que la Cour pénale internationale vienne s'installer, qu'on crée une cour spéciale à la RDC. Ça veut dire que il y aura du rouge en l'air. C'est des signaux. C'est des signaux. Vous savez, quand moi je remonte un peu à Kamere qui devient un cadeau encombrant, c'est-à-dire que un compagnon vraiment encombrant pour Tshisekedi, parce que Kabila aussi peut l'utiliser à tout moment pour démettre ceci. Parce que lui, il est dans un jeu où, s'il ne le sollicite pas, il doit revenir aussi président. Donc, s'il ne se voit pas dans cette posture, il peut créer des problèmes à tout moment sur celui-ci. Donc, le mieux, c'est que celui-ci aussi a été intelligent, il a invincé rapidement. Maintenant, revenant à cette histoire de juge. Entre-temps, selon certaines informations, en juin, déjà, le président de la Cour constitutionnelle avait déjà consulté le président comme quoi il était malade. Il avait prédit sa démission. Et il avait dit des choses au président, c'est ce qu'il dit, avant que les choses ne s'accélèrent par rapport aux Américains qui cherchaient à savoir lié à la corruption, tout ça. Maintenant, c'est pourquoi moi je dis, s'il y a une lettre de démission qui finalement est atterrie sur la table du président, ce n'est pas du anodin, ce n'est pas anodin, mais je me dis que comme quelqu'un le disait, c'est que la NRA pourrait écrire une lettre. Ça aussi, c'est possible. Mais à qui profite tout ça? C'est la grande question qu'il faut poser. Là, Tshisekedi cherche à jouer dessus pour prendre le contrôle de la Cour Je serais à la place de Tshisekedi. Peut-être je ferais pire que ça. Ça, en toute honnêteté, pour avoir une marge de manœuvre de gouvernance. Puisqu'il n'a aucun levier de gouvernance. Les leviers se retrouvent dans les mains du Sénat, de l'Assemblée, et en même temps contrôlés par la Cour constitutionnelle, qui est un outil de contrôle constitutionnel de tout ce qui se fait dans le pays. Puisque le président de la Cour constitutionnelle en RDC est également président du Conseil supérieur de la magistrature. Tu vois, et le président qui se dit premier magistrat laisse son pouvoir dans la main d'un autre monsieur qui est d'un autre camp. Là, c'est... Donc, moi, je pense qu'il y a une rebaptisation de cartes actuellement en RDC à travers cette affaire-là, en attendant que l'affaire soit élucidée pour vérifier la véracité de la signature du président, ce qu'il dit. Mais ce qu'il dit est le président actuel. Moi, je trouve, comme Donald Trump le fait si bien aux États-Unis, je trouve anormal qu'on garde des présidents qui ne sont pas nommés par l'actuel président à la Cour constitutionnelle. S'il y a un mandat qui court jusqu'à une période donnée, c'est ça le problème. Oui, et si ce mandat n'arrive pas. De toutes les façons, ce qui va se passer, je pense, c'est que en attendant que le président revienne au pays pour clarifier tout ça, un président de la Cour constitutionnelle sera nommé parce qu'il y a urgence. Et donc, à partir de ce moment, on dit, bon, on installe ce président-là en attendant parce qu'il y a un vide juridique. Et ce n'est pas toujours évident. Oui, puisque là, c'est le président qui va nommer. C'est le président qui nomme. Normalement. Puisque le président Kota a nommé. Et là, tel que ça se présente, c'est Tshisekedi qui risque de nommer. Voilà. Et s'il le faisait, c'est que sur les 9, sur les 8 membres qui restent à cette Cour constitutionnelle-là, donc 4 de Kabila, donc celui qui va s'ajouter, donc ça va équilibrer le truc et très rapidement le président sera nommé, enfin élu, comme on dit, et donc
Tshisekedi va quand même contrôler Au moins, la Cour constitutionnelle en attendant. Regardez même ce qui se passe dans une région où on doit élire comment ils disent le président de la province, et il est seul sur la liste, et le président Tshisekedi, parce que c'est un proche de Kabila, le président Tshisekedi à la fin a dit non, on arrête cette élection parce qu'il n'y a qu'un seul candidat. Voilà des trucs comme ça que la Cour constitutionnelle doit juger. On doit saisir la Cour constitutionnelle pour trancher, pour donner une décision. Et donc, déjà à partir de là, Tshisekedi, si c'est réveillé. Je crois qu'il y a... c'est clair. Il y a quelque chose que Ambroise avait dit et qui est réel aujourd'hui, parce que lorsque vous êtes mal élu et que le pouvoir que vous avez émane de quelqu'un qui a toute la maîtrise de la réalité du pouvoir et que vous êtes un pantin, eh bien, il faudrait refuser. Mais parce que le goût du pouvoir était donc dans Tshisekedi, et il a accepté, et voilà, il a accepté avec tout ce que ça... Non, mais de toutes les façons, que ce soit Tshisekedi ou un autre, il fallait quand même faire cet accord-là avec le camp Kabila pour quand même sauver ce pays. Parce qu'on se dirigeait droit vers une guerre civile. Parce que voilà un peuple qui dit Kabila ne doit plus se représenter, il fallait se retirer. Mais de quelle manière se retirer? Un président ne va pas quitter le pouvoir parce que on voit ce qui se passe ailleurs. Tout de suite, le lendemain, on l'envoie au tribunal pénal international, etc. Donc, il faut quand même avoir des garde-fous pour que ce pays-là puisse vivre calmement, vivre en paix. Tout ça là dénote de la malgouvernance électorale en Afrique. Si les élections dans les pays sont toujours claires, si c'est le candidat de la Mouka, Fayolo, qui était actuellement président, comme la Senko l'avait dit qu'il avait gagné les élections, il aurait eu le même problème. Il aurait eu le même oui, problème. Parce que la configuration était déjà là. Oui, il aurait eu le même problème. Donc ça veut dire que déjà ça allait être même plus difficile. Déjà en amont, c'est le jeu électoral qui a été faussé au départ. Depuis la base, c'est-à-dire qu'au niveau des communes jusqu'au gouverneur, tout a été faussé. Ils ont fait tout en leur faveur. Ça, c'est Kabila. Et maintenant, il est à l'aise avec des vélos dans les quartiers. Moi, je pense que le moment va arriver où tout cela... vous avez vu au moins la présence de Tshisekedi à la présidence. Fait qu'il y a cet engouement-là des manifestations. Vous avez vu ce qui s'est passé il y a 2 jours? Ça veut dire que c'était Kabila, ça ne sait... ils vont les mater proprement. Donc, c'est pour vous dire quand même que Tshisekedi est en train de faire bouger les lignes, au moins au plan démocratique. Maintenant, en attendant de retrouver ses esprits au niveau des manettes du pouvoir, comme il a commencé au niveau de la Cour constitutionnelle, je crois que la Senko et autres font des manèges pour que le pouvoir tombe des mains des kabylistes. Ça, c'est clair. D'accord. Mais ce ne sera pas aussi facile. Oui, ça, on le sait. Ce ne sera pas aussi facile. Mais ils vont y arriver. Mais déjà, quand tu commences comme ça, avec une manière un peu pas du tout orthodoxe, je pense que les autres aussi réfléchissent. Oui. Ils ne vont pas te laisser faire aussi facilement. Ils vont te mettre encore d'autres embûches pour que tu n'atteignes pas toutes les institutions. Et surtout que le vrai souci pour Tshisekedi, c'est l'Assemblée nationale, pas autre chose. Et là, vous allez encore aux élections législatives aujourd'hui. À moins que vous fraudez, ce sont les kabylistes qui vont encore prendre... D'accord, monsieur, on va aller au troisième sujet, si vous permettez. Un scénario est possible. Créer créer une zizanie, comme ça se passe au Mali, et appeler la communauté internationale à venir régler le dissous de l'Assemblée. Il y a ce scénario-là aussi. Tout est possible. Parce que tout le monde sait que tout est dans les mains de Kabila. Quand on dissout l'Assemblée, c'est pour aller à une nouvelle élection. Et maintenant, c'est le président qui est là. Président, même la Cour, même la commission électorale sera refondée pour éviter tous les problèmes. Oui, mais attention, c'est pas... Oui, c'est la même chose. C'est des manèges. Il faut imaginer. Oui.
D'accord, messieurs. On va passer maintenant au troisième sujet, le Mali. La contestation a reporté un rassemblement à risque. Le mouvement de contestation réclame le départ du pouvoir en place, a décidé donc de reporter un rassemblement à risque prévu aujourd'hui même dans un contexte hautement volatile. Le mouvement dit du 5 juin avait appelé à ce rassemblement à Bamako une semaine après une manifestation qui avait dégénéré en 3 jours de troubles civils les plus graves que le Mali a connus depuis 2012. Bamako est préservé en temps normal des violences djihadistes et intercommunautaires qui endeuillent le nord et le centre. Mais ces manifestations ont fait au moins 11 morts et 158 blessés. Le report en Ambroise Mondjo, c'est pour donner une chance à la médiation qu'a entamé depuis hier l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Finalement, on sent de la part de la contestation aussi une certaine ouverture parce qu'elle aurait pu maintenir la manifestation, mais elle ne l'a pas fait. Non, la stratégie est bonne du côté du M5. Parce que là, quand les étrangers mettent le nez dans une affaire qui est en train de mettre le feu dans un pays, il est important que toutes les parties puissent donner une certaine ouverture, un gage de foi pour pouvoir avancer, ne serait-ce que sortir le pays de la crise. Aujourd'hui, il est clair que ceux qui tiennent les manettes de la mobilisation aujourd'hui au Mali, c'est Mamoudou Dicko et son contingent. C'est vrai que c'est des formations hétéroclites qui se sont réunies autour de lui, mais il a quand même une grande majorité de ses adeptes, au sens islamique du terme, dans le jeu. Sauf qu'il ne montre pas toujours le côté islamique à chaque fois. Il est loin même d'être quelqu'un qui voudrait aller à la commande du pouvoir. Il veut juste être toujours comment on l'appelle, le centre du pouvoir au Mali, sans être dirigeant au Mali. Maintenant, je crois que la CEDEAO ne va pas encore aller jouer son cinéma là-bas au Mali, parce que il y a des présidents qui sont des faux ici en Afrique de l'Ouest. Je ne vais pas citer les noms. Il y a les Condé, il y a les Ouattara, tout ça. Moi, je les cite clairement comme ça, parce que le jeu qu'ils ont joué dans le cas du Togo en a tellement démontré que cette jurisprudence ne peut jamais être transportée ailleurs. Heureusement que c'est un anglophone. Vous savez, les anglo-saxons ont leur système de fonctionnement, leur système de gestion. On avait le Ghanéen au Togo. On avait le Ghanéen. Quand on parle de Ghanéen, ça a double visage. Il y a le visage de l'autre là qui est aux Nations Unies, comment vous l'appelez? Kofi Annan. Non, Kofi Annan, il est clean. Hein. L'autre à jeun. Oui. L'autre corrompu de haut niveau. Bon, moi, je ne l'appelle pas un corrompu. Bon, moi, je trouve que c'est... L'ancien ministre de Rollis, là, son nom m'échappe. Il a été l'ancien ministre de Rollis. Ibn Chambas. Laissons ce monsieur à côté. Si c'était lui qui allait... il va encore se transporter là-bas au Mali. Hein. Les Maliens le guettent. C'est pour vous dire, en réalité, que malheureusement, le Mali n'est pas comme le Togo ou autre pays. Les peuples qui ont une fibre islamique ont un autre comportement que nous qui sommes ici. Donc, s'il veut jouer sur la patience des Maliens, qui est déjà à bout, au bouchon, ils vont regretter. Le président même en sait quelque chose. Mais c'est ce que je disais hier. Ils vont regretter. Il ne faut pas aussi espérer de ces missions qu'elles aillent forcément dans le sens de ce que la masse demande. Ils n'ont jamais fait ça, justement. Il y a un canevas de résolution des conflits. Il y a des réalités avec lesquelles ces commissions-là travaillent. C'est vrai que dans un moment donné, il y a eu donc des résolutions de problèmes au Togo, où on a obligé donc un président à accepter un premier ministre, et puis pour que le jeu soit clair et jusqu'à ce qu'on aboutisse, n'est-ce pas, à la résolution de ce problème, c'est vrai. Mais toujours est-il qu'il ne faut pas compter sur le fait que la mission la vienne et puis donne, je ne sais pas, des ordres, il faut faire ceci, il faut faire ceci. Il y a tout un canevas qu'on doit suivre et c'est dans ce canevas-là que les organisations internationales évoluent. Mais ce que moi je regrette un peu, c'est que si ces canevas existent, c'est vrai, mais il faudrait penser plutôt à comment arriver à mettre le pays beaucoup plus en paix. Il faut aller au-delà donc de ces canevas, de ces stéréotypes-là avec lesquels donc les commissions la travaillent pour qu'on arrive à une paix vraie. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Mali est tellement... c'est pas bien.
ça donne une mauvaise impression de tout ce que on aurait prévu. Le Mali est dans une situation pas très jolie. Il faudrait que cette situation que l'opposition, par exemple, a créée, qui a une sagesse qu'elle a donnée, et il faudrait jouer avec cette sagesse pour que le pays se retrouve une situation normale. Si on évolue comme ça, des morts tous les jours, des morts un peu partout, je crois qu'il faudrait que la commission, si c'est de la CEDEAO ou bien de Jonathan, puisse vraiment aller jusqu'au bout et écarter un certain nombre de réalités, de conditions dans lesquelles il travaillait pour aller beaucoup plus loin. De toute façon, ce qui se passe au Mali ne ressemble pas, peut-être Ambroise avait fait le parallèle, mais ne ressemble pas à ce qui s'est passé au Togo. Non, du tout. Quand les facilitateurs étaient arrivés, les premières choses négociées étaient de surseoir aux manifestations. Bon, et après, chaque fois qu'on demandait à manifester, la réponse systématique était... Non, il y a un lien. Il y a toujours un lien. Ici, c'est le mouvement lui-même qui a dit... On arrête. C'est la CEDEAO qui Je arrive. pense. Mon avis sur le problème malien est ceci. Vous savez, nous avons tendance à oublier un côté qui est fondamental dans cette affaire. C'est que le président actuel est démocratiquement élu. On est en train de créer une nouvelle jurisprudence au Mali en demandant le départ du chef de l'État. Le chef de l'État va quitter le pouvoir, dans quelles conditions, et on va prendre qui pour le remplacer. Alors, l'autre côté, c'est que le chef de file de la contestation. Contestation-là aujourd'hui, c'est un chef religieux, un imam. Est-ce que celui-là dont vous parliez tout à l'heure, qui n'a pas envie du pouvoir ou ceci, cela, il veut diriger le pouvoir, mais vous le mettez à la place de Kabila en RDC alors. Ce qui est très dangereux, c'est que c'est un religieux. Quand vous mettez la religion dans son sens où nous le trouvons aujourd'hui, avec un monsieur qui a des facilités à discuter avec les djihadistes, il faut aussi penser au revers de la médaille. Nous voyons le truc de manière synthétique comme ça, et nous disons que la contestation. D'abord, moi je dis, ce qui s'est passé au Togo, et vous faites un lien avec ce qui se passe au Mali, je dis, lorsque vous arrivez, vous venez contester, et vous voyez déjà foule derrière vous, c'est que ce que vous demandez est légitime. Alors, lorsque les gens voient déjà la foule derrière eux, ils se disent, ah tiens, si on voulait, on pouvait aller plus loin. Et donc, on enchérit, on cherche à aller plus loin. Et ce qu'on me demande aujourd'hui, la démission d'un président démocratiquement élu, c'est l'ouverture à toutes les portes de destruction de ce pays. Est-ce que derrière, les gens ne vont pas profiter pour s'infiltrer dans cette histoire-là et prendre le pouvoir? That is the question. Qui nous amène à la pause. Et on revient après pour le dernier sujet.